Par la Banque africaine de développement à hauteur de 190 millions de dollars américains. Il devra ainsi permettre de recenser l'ensemble de la population congolaise. Et pour ce faire, le ministre du Plan, en partenariat avec la Banque africaine de développement, vient de mettre sur pied, je vous le disais, le projet d'appui au recensement général de la population. Ce projet s'étendra sur 3 ans. Vers un deuxième recensement de la population congolaise après celui organisé en 1984. 32 ans après, le gouvernement et ses partenaires techniques conjuguent davantage des efforts en vue de relever ces défis et doter la RDC du plus haut taux des statistiques fiables et actualisées sur la situation démographique, économique et sociale. Tâche dévolue au projet d'appui au recensement général de la population et au renforcement des bases des données sociales. Et il contribue à l'atteinte des objectifs 3, 4 et 5 du plan d'action 2012-2016 et de favoriser la mise en place des bases de données sociales à partir des résultats du recensement, afin de produire des indicateurs sociaux fiables à même de permettre d'assurer le suivi de leur évolution. Les parties prenantes au projet disposent suffisamment d'informations et de connaissances sur les règles et procédures de la Banque africaine de développement pour une bonne gestion du projet. Les parties prenantes et structures connexes disposent d'informations sur la gestion du projet et enfin, les parties prenantes sont informées de l'état d'avancement du recensement général de la population et de l'habitat. Initié pour 3 ans et financé à hauteur de 190 millions de dollars américains par la BAD, les résultats récoltés d'ici à 2018 permettront au gouvernement de réussir une planification avisée de son émergence économique pour le bien-être des Congolais. Ngenga est un centre de transit et non un lieu de détention. C'est en ces termes, du moins, qu'a réagi le porte-parole du gouvernement congolais sur le résultat de l'enquête menée par Human Rights Watch à la maison carcérale d'Ngenga. Le nouveau rapport fait état de près de 300 prisonniers ex-FDLR, dont au moins 29 enfants détenus depuis l'an dernier. Suivez Lambert Mendy. Ngenga est un centre de passage des FDLR vers leur pays. Donc c'est un centre de transit. Donc prétendre que quelqu'un est détenu à Ngenga, c'est mentir. Parce que les centres de détention, nous les connaissons. Ce sont des centres où on met des gens qui ont des problèmes avec la justice. Il y a là-bas des gens qui doivent rentrer au Rwanda avec leurs dépendants, c'est-à-dire des femmes et des enfants, naturellement. Autre chose à présent, dialogue politique, le blocage persiste en dépit notamment des appels incessants de la communauté internationale. Et entre-temps, les acteurs politiques se rencontrent et se parlent. C'est le cas du président national de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba, et de l'opposant désigné candidat G7, président de la République Moïse Katumbi Chapwe. Dans une mise au point du département de communication, information, médias de l'UDPS, le parti confirme ici cette rencontre. Et d'après ce document, cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite des contacts amorcés par Etienne Tshisekedi en octobre 2015 et dont l'objectif visé est le rassemblement de toutes les forces acquises au changement. En vue, précise également ce communiqué, de promouvoir l'alternance démocratique au terme d'un processus électoral transparent, crédible et conforme à la Constitution et aux détails qu'elle prescrit. Aucune autre information n'a filtré cette rencontre de Bruxelles. Également, dans l'actualité en dehors de nos frontières, la validation de l'élection de Sassou Nguesso à la tête de la République du Congo, une décision de la Cour constitutionnelle qui intervient 15 jours après cette présidentielle et réélection contestée de Sassou Nguesso, mais également après des tirs nourris, je vous le rappelle, entendus dans la nuit du 3 au 4 avril dernier entre les forces de sécurité congolaises et des hommes armés dans les quartiers sud de la capitale. Julie Sefou. C'est dans un contexte tendu après une journée de violence que la réélection contestée de Denis Sassou Nguesso a été officialisée ce lundi 4 avril. La Cour constitutionnelle a validé la victoire du président sortant dès le premier tour avec 60,19% de voix, alors que les autorités communiquaient un premier bilan des affrontements qui ont opposé le même lundi les forces de sécurité aux hommes en armes. Selon le gouvernement, l'attaque aurait été menée par des ex-rebelles ninjas. Force est de constater que cette situation est consécutive à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. C'est dans ce contexte qu'il convient également de relever, pour le condamner, que certains candidats, ainsi que leurs soutiens, n'ont eu de cesse d'en appeler à la désobéissance civile et à l'insurrection armée.
Le gouvernement de la République n'a pas encore la preuve que des candidats ou leur soutien soient impliqués dans cette affaire. Mais le gouvernement tient à préciser que les investigations se poursuivent. L'opposition demande et dénonce une manipulation du pouvoir. Une enquête n'a pas encore été menée que déjà on stigmatise les ex-combattants ninja. Ça m'interpelle. Et on dit que c'est du côté de l'opposition. C'est ce qu'on veut dire. Quelles sont les preuves? Le gouvernement est en train de faire pencher la balance d'un côté. Et c'est grave. Ce qui se passe est condamnable. Nous condamnons toutes les violences d'où qu'elles viennent. Nous disons ici et maintenant que face à tout cela, il n'y a qu'un seul responsable, c'est le gouvernement de la République qui n'a pas pu lire les signes avant-coureurs. La situation est désormais maîtrisée, affirme le colonel Monkala Tchoumou, qui précise que les opérations de sécurisation vont se poursuivre ce mardi pour permettre aux habitants de rentrer chez eux en toute sécurité. Et dans un tout autre registre en santé, on compte plus de 40 000 femmes qui souffrent de fistules obstétricales en République démocratique du Congo. Et pour sensibiliser toutes celles qui sont atteintes de cette pathologie à se faire soigner gratuitement, le ministre de la Santé publique, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, ne cesse de mettre sur pied différentes stratégies pour cette sensibilisation. Justement, voilà tout le sens ici de ce symposium qui s'aligne dans la logique de la campagne de réparation des fistules. C'est un symposium qui vise à intensifier la sensibilisation des femmes fistulées pour briser la peur et la honte pour se faire soigner. Au cours de ces assises, les médecins chirurgiens experts venus de l'étranger ont apporté leur expertise à la RDC afin d'appliquer une meilleure prise en charge, laquelle prise en charge devrait s'accompagner d'une réintégration sociale car ces femmes sont souvent marginalisées et abandonnées. Pour le ministre de la Santé, la campagne est basée sur les stratégies concrètes. Le combat que nous menons contre les fistules urogénitales procède donc de deux approches. D'abord, une approche préventive, par la formation et par la mise à disposition d'outillages et d'équipements pouvant assurer une bonne maternité. Et deuxièmement, une approche curative, par la formation pour une bonne prise en charge des cas. Diane Keita, représentant de l'UNFPA en RDC, pense que le moment est venu pour redonner l'espoir aux femmes fistulées. La campagne de réparation des fistules obstétricales qu'organise le ministère de la Santé publique depuis le 27 mars jusqu'au 15 avril 2016 à Kinshasa, Goma et Lubumbashi, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, constitue un moment fort pour des centaines de femmes à travers le pays. C'est en effet le moment de redonner espoir et dignité à toutes ces femmes qui souffrent en silence de cette invalidité, causée la plupart du temps par les mariages précoces avec leur corollaire, à savoir les grossesses précoces. En RDC, près de 40 000 femmes souffrent de cette pathologie dont la prévention reste le meilleur remède, c'est-à-dire éviter le mariage précoce des jeunes filles. Et cette journée de plaidoyer avec les médias, l'UNFPA a tenu à orienter la presse sur la méthodologie, la stratégie communicationnelle sur les différentes questions de santé maternelle. Cette action a été initiée par l'UNFPA dans le cadre justement de la campagne sur la fistule débutée le 26 mars dernier à Kinshasa, Goma et à Lubumbashi. Les journalistes sensibilisés sur le traitement de questions de santé. L'UNFPA a initié cette action dans le cadre de la campagne sur la fistule, qui est une formation anormale de 2 organes internes. La campagne a débuté le 26 mars à Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Elle prendra fin le 15 avril. Pendant cette campagne, quelques médecins français, congolais et sénégalais opèrent les femmes qui souffrent de la fistule. L'occasion était donc bien pour que les journalistes s'adressent à un journaliste professionnel de notre dimension pour échanger et voir comment mieux couvrir les questions de santé. Alors les grands problèmes que nous avons vus, c'est quelles sont les meilleures techniques pour sortir un bon reportage de santé. Que faut-il éviter? Quels sont les défis? Il y en a beaucoup. Les défis que les journalistes congolais rencontrent, ce sont les défis que nous rencontrons aussi, nous-mêmes. Donc, nous avons échangé sur ça et nous avons vu comment arriver à un reportage qui pourra toujours, à partir de son angle de visage humain, toucher les décideurs, l'opinion publique, les populations en général, pour qu'il y ait un changement dans la prise en charge de toutes ces maladies-là.
Ainsi, pour l'orateur du jour, la technique du visage humain dans le reportage est la meilleure pour attirer l'attention des décideurs dans la prise en charge des malades. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté humanitaire en RDC ont tenu ce mardi la deuxième réunion du cadre de concertation humanitaire, un forum mis en place dans le but d'harmoniser les vues sur les différents préparatifs de la participation du pays au sommet humanitaire mondial qui se tiendra au mois de mai prochain à Istanbul. Cette mobilisation importante du gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que de partenaires humanitaires marque l'intérêt sur la question humanitaire. Le caractère transparent et ouvert du débat a été salué par le coordonnateur humanitaire. La RDC, dont les familles sont une première réponse humanitaire avec comme socle la solidarité, se doit quand même avec ses partenaires de trouver des solutions durables aux déplacés de l'Est meurtris par les conflits et actions négatives. Ce deuxième conclave aura donc eu le mérite de discuter autour de la question, d'où un motif de satisfaction. Le conclave d'aujourd'hui, qui est la deuxième réunion du cadre national de concertation humanitaire, était l'occasion de pouvoir faire un peu le point sur les progrès que le Congo a réalisés dans le cadre de la réponse humanitaire, qui, je le répète, dans ce pays dure depuis plus de 2 décennies, mais également pour la préparation du message et de la contribution du Congo au sommet humanitaire mondial qui aura lieu les 23 et 24 mai à Istanbul en Turquie. La grande famille humanitaire, par l'entremise de son coordonnateur, n'a pas oublié le message clé invitant la République démocratique du Congo à prendre part active aux assises d'Istanbul. Il y a une forte attente de la part du secrétaire général des Nations Unies et de la communauté internationale pour une participation au plus haut niveau possible du Congo à la réunion d'Istanbul. Pourquoi? Parce que nous considérons que le Congo a une belle histoire à partager. Ce pays qui a traversé des moments difficiles dans la vie depuis son indépendance a quand même gardé une certaine forme de résilience, sa capacité à toujours absorber les chocs et à toujours être là pour étendre un soutien à toutes les populations qui ont été affectées, qu'elles soient congolaises ou étrangères. La RDC peut donc compter sur l'appui de la famille humanitaire dans la recherche des solutions durables et de la poursuite du renforcement de la résilience du Congo dans le cadre de la réponse aux questions humanitaires. Et cette question environnementale, au total 4 signaux d'alerte sur le déclin drastique des espèces emblématiques et endémiques congolaises, partis des hippopotames en passant par les rhinocéros puis les éléphants. Aujourd'hui, ce sont là des gorilles de gros nerfs qui sont visés. Un nouveau rapport produit par Wildlife Conservation Society en collaboration avec les CCN et autres partenaires illustre ce chaos. Et en 20 ans, un déclin de près de 85%, des données livrées ici à l'issue de la journée d'information sur les statuts des gorilles de Groer. Le gorille de Graweri, une espèce emblématique et endémique de la République démocratique du Congo, qui n'occupe que 20% de son habitat naturel sécurisé actuellement dans le parc de Kahuzi-Biega. Il fait partie des 66% d'espèces endémiques de la RDC, de la catégorie des gorilles de plaine, cousin des gorilles de montagne. Mais voilà qui n'est pas exclu des menaces diverses de son extinction. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des espèces qui disparaissent complètement et que c'est possible. Pendant de longues années, en RDC, on a cru que cela n'arrivait qu'aux autres pays. Mais aujourd'hui, ça nous arrive aussi. Les rhinos ont disparu. Les éléphants sont menacés parce qu'il ne faut pas non plus que le fait que nous ayons parlé des gorilles de Graweri vous donne l'impression que c'est la seule espèce qui soit menacée. La situation des éléphants est aussi critique et de pas mal d'autres espèces telles que les okapis et bien d'autres encore. Donc aujourd'hui, je me répète, l'extinction a un visage et nous savons que cela est possible et que si on ne fait rien aujourd'hui, dans 10, 20, 30 ans, il y a des espèces qui vont disparaître complètement. Cette situation dramatique a fait l'objet d'une journée d'information sur les statuts des gorilles de Graweri. Les résultats des inventaires renseignent une chute de 77% du nombre de gorilles, passant d'une population totale estimée à 17 000 individus en 1995 à seulement 3 800 individus aujourd'hui. La présentation de ces rapports de compilation d'inventaire vise en particulier souligner un signal d'alerte vis-à-vis de la tendance régressive des populations de cette espèce. Mobiliser l'attention des divers partenaires pour les inventaires systématiques et actualisés
dans les jours à venir. Un signal d'alerte qui vient s'ajouter aux 3 autres, imposant ainsi